Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les assassins. Oubliez les silhouettes agiles vêtues de cuir sombre, bondissant sur des toits baignés de lune. Oubliez les sociétés secrètes, l'entraînement mystique et les professionnels silencieux et mortels. L'image populaire est un fantasme. La réalité d'un aspirant tueur au Moyen Âge était bien moins romantique. C'était une vie définie non pas par des contrats exaltants, mais par la crasse, la faim et le gruau. Alors, passons une journée dans ces souliers usés. Voyons à quoi cela ressemblait vraiment. La journée commence avant le soleil, non pas avec un message secret, mais avec un frisson familier. C'est le froid profond et humide d'un matin médiéval qui s'infiltre dans vos os. Vous êtes chez vous. Bien que ce mot semble généreux, les archives historiques montrent qu'une personne en marge de la société vivait probablement dans une chambre surpeuplée et louée d'un immeuble en ville. Ou peut-être êtes-vous dans une hutte rudimentaire en torchis à la périphérie de la ville. Les murs sont un simple treillis de branches comblées de boue et le toit de chaume au-dessus de votre tête a tendance à fuir. Vous pouvez sentir l'odeur de la paille humide et de la terre battue. Vous vous levez de votre lit, qui n'est en réalité qu'un mince matelas rempli de paille, posé directement sur le sol en terre. Il bruisse à chaque mouvement. Un petit feu couvant dans le foyer central offre la seule lueur de chaleur. Il n'y a pas de cheminée ici. Selon les découvertes archéologiques dans ce type d'habitation, la fumée remplissait simplement la pièce unique et sombre, vous piquant les yeux et tapissant votre gorge d'un goût acre. Les seules fenêtres sont de petites fentes obturées par des planches ou peut-être du papier huilé, ne faisant que peu pour arrêter l'air mordant. Pour les pauvres des villes, un moment de véritable confort physique était un luxe rare et fugace. Alors que vos yeux s'habituent à la pénombre, vous prenez conscience de vos colocataires. Et non, ce ne sont pas des complices. Vous sentez une démangeaison familière sur votre bras et une autre sur votre jambe. Les historiens notent que des litières comme la vôtre étaient un paradis pour les nuisibles. Vous partagez votre matelas avec une armée invisible de puces, de poux et de punaises de lit. La misère constante de leurs piqûres est simplement un fait de la vie. Vous pourriez même entendre le léger reniflement du bétail à proximité. Pour les protéger du vol et du froid, de nombreuses familles abritaient leurs animaux à l'intérieur même de la hutte. L'odeur combinée de la fumée, de l'humidité et des animaux est la première chose que vous remarquez chaque jour. Ce n'est pas un repère secret, c'est une lutte pour un abri de base. Maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner. Vous vous dirigez vers la seule table grossière qui, avec une marmite, constitue l'ensemble de votre mobilier. Le repas est aussi sinistre que les environs. Sur la table se trouve un morceau de pain rassis et noir. Ce n'est pas du pain de froment raffiné pour les riches, il est fait de céréales moins chères, comme l'orge ou le seigle, et il est dur à mâcher. À côté, il pourrait y avoir un petit bol de bouillie claire, ou potage, un ragoût à queue de toutes les céréales ou légumes qu'on a pu trouver. C'était le régime standard de la classe inférieure médiévale, c'était fade, répétitif et souvent à peine suffisant pour calmer la faim. Pour accompagner cela, vous avez une chope de cervoise tiède et épaisse. Bien que nous puissions penser que l'eau est l'option saine, ce n'était tout simplement pas le cas. Comme le soulignent à plusieurs reprises les historiens, les sources d'eau médiévales étaient dangereusement contaminées, la rivière locale était souvent la destination de tous les déchets de la ville. Y boire était un pari avec votre vie. Le processus de brassage de la bière, cependant, tuait la plupart des bactéries nocives, ce qui en faisait une source de calories quotidiennes beaucoup plus sûre et cruciale. Vous en buvez une longue gorgée, ce n'est pas rafraîchissant, mais c'est une subsistance. En sortant de votre masure, vous êtes immédiatement assailli par la ville médiévale. Il n'y a aucune échappatoire à la saleté. Les rues ne sont pas pavées, c'est un bourbier épais de boue, d'ordures et d'excréments d'animaux. Vous devez constamment regarder où vous mettez les pieds. Mais le plus grand danger vient d'en haut. Les résidents vidaient simplement leur pot de chambre par la fenêtre, souvent sans grand avertissement. L'air de la ville est lourd et fétide. C'est une soupe épaisse de fumée de bois provenant d'innombrables foyers et de la puanteur écrasante et omniprésente de la décomposition.
Ce n'était pas seulement désagréable, et c'était une menace constante pour votre santé. Cet environnement était un terrain fertile pour la maladie. Avec une mauvaise hygiène et une nutrition encore plus pauvre, la plupart des gens avaient un système immunitaire très affaibli. Des maladies que nous considérons aujourd'hui comme traitables, comme la diphtérie, le typhus ou la tuberculose, étaient courantes et mortelles. Les hôpitaux de l'époque n'offraient guère plus que l'isolement des malades, un endroit où l'on allait mourir sans infecter les autres. Même une petite coupure à la main ou au pied, facilement infectée par la saleté des rues, pouvait entraîner une mort lente et atroce. Pour une personne dont la profession pouvait impliquer la violence, toute blessure comportait un risque terrifiant. La ville elle-même semblait essayer de vous tuer bien avant toute cible ou garde municipale. La routine matinale terminée, il est temps de se mettre au travail. C'est là que le mythe de l'assassin s'effondre véritablement sous le poids de la réalité historique. Votre tâche n'est pas une infiltration audacieuse. Elle est, pour la plupart, incroyablement ennuyeuse. Votre mission principale est la collecte d'informations. Cela signifie que vous trouvez un endroit sur une place publique, dans une taverne ou près d'un marché, et vous attendez. Vous passez des heures, voire des jours à flâner. Vous endurez la pluie, la boue et le froid, tout cela pour la chance d'entendre une bribe de commérage ou d'observer la routine quotidienne d'une cible. Le travail est un processus lent et fastidieux d'observation et d'écoute, sans aucune garantie de succès. Le plus grand défi que vous rencontrez est simplement de vous fondre dans la masse. L'idée de l'anonymat urbain est moderne. Les villes médiévales étaient de petites communautés très unies. Comme le note l'historien Joseph Gies, tout le monde connaissait ses voisins, leurs affaires et leurs habitudes. Un étranger qui traînait sans but précis était remarqué presque immédiatement. Les gens devenaient méfiants. Votre présence ferait l'objet de discussions sur le marché local. Cette transparence sociale était un système de sécurité passif et puissant. Dans de nombreuses villes, il existait même des groupes officiels, parfois appelés groupes de voisinage ou de dizaines, où les citoyens étaient responsables de la surveillance de leur propre petit quartier. Ils étaient tenus de signaler tout individu ou activité suspecte aux autorités locales. Ainsi, alors que vous êtes là, essayant de paraître discret, vous sentez le poids d'innombrables regards sur vous. Chaque coup d'œil curieux d'un commerçant ou d'une femme qui passe ressemble à une accusation potentielle. Vous êtes un étranger dans un monde bâti sur la familiarité. Le simple fait d'essayer de ne pas être vu vous fait ressortir encore plus. Plus tard dans la journée, de retour dans la pénombre enfumée de votre chambre, vous pourriez vous occuper de vos outils. Il ne s'agit pas d'un arsenal étincelant. C'est probablement juste une seule dague en fer de piètre qualité. Vous passez du temps à en affûter soigneusement le fil sur une pierre à aiguiser. Si vos plans sont plus subtils, vous travaillez peut-être avec des poisons. Selon les études toxicologiques de l'époque, il s'agirait de mélanges botaniques rudimentaires, utilisant des plantes comme l'aconie ou la jusquiame. Vous devez les préparer discrètement, dans le même espace partagé et mal ventilé où vous dormez et mangez. Une petite erreur, une erreur de calcul dans la dose ou un moment d'inattention pourrait signifier vous empoisonner accidentellement bien avant d'atteindre votre cible. Alors que la lumière de l'après-midi commence à faiblir, votre journée passe de l'ennui à l'anxiété. Le soleil plonge sous l'horizon et une nouvelle sorte de tension s'installe sur la ville. Ce n'est pas le moment de l'action, c'est le moment d'attendre encore. Mais cette fois, l'attente est teintée d'une vive paranoïa. La journée se termine, mais votre travail ne s'arrête pas. Vous attendez simplement une opportunité, un moment parfait qui pourrait être dans des heures, des jours, voire des semaines. Pendant tout ce temps, vous êtes coincé dans les mêmes conditions froides, humides et inconfortables. À la tombée de la nuit, la ville se transforme. Les portes principales sont verrouillées au coucher du soleil, piégeant tout le monde à l'intérieur pour la nuit. Les rues, déjà périlleuses le jour, deviennent encore plus dangereuses. Votre monde se rétrécit aux confins des murs de la ville et les menaces semblent se multiplier. Chaque son est amplifié dans le silence du soir. L'aboiement lointain d'un chien pourrait être un avertissement. Les pas rythmés que vous entendez sur les pavés pourraient être ceux du guet municipal lors de sa patrouille. En tant qu'étranger suspect, vous êtes exactement le genre de personne qu'il rechercherait. Votre état d'alerte constant est absolument épuisant. Votre dîner n'offre aucun réconfort. C'est plus ou moins la même maigre pitance que ce matin. Peut-être un peu plus de potage, un morceau de fromage sec et dur,
et une autre chope de cette cervoise faible mais essentielle à la vie. Cela remplit votre estomac mais ne fait pas grand-chose pour vous remonter le moral. Il n'y a aucune satisfaction à la fin de cette journée, seulement la continuation d'une existence sombre et incertaine. Vous mangez votre repas frugal seul, le silence de votre chambre n'étant rompu que par le crépitement du feu et le bruit furtif de choses invisibles dans le chaume. Vous restez donc assis là, dans le noir. C'est ça, la réalité. La vie d'un assassin médiéval n'était pas une aventure palpitante. Ce n'était pas une histoire d'habileté, de pouvoir ou de prestige, c'était une lutte misérable et paranoïaque. C'était une vie de mauvaise santé, d'inconfort constant et de peur profondément ancrée. Le plus grand ennemi n'était pas un noble chevalier ou la garde d'un roi, c'était la réalité écrasante et quotidienne de la pauvreté médiévale. Oubliez le romantisme de la lame dans l'ombre, la véritable histoire est celle de la saleté, de la faim et du désespoir tranquille de simplement essayer de survivre jusqu'au prochain lever de soleil. Et ainsi, après avoir survécu à une immersion dans la fange et la paranoïa qui poissent l'existence de notre sujet, nous marquerons ici une brève pause dans notre enquête. Si vous êtes parvenu jusqu'ici sans sentir la démangeaison fantôme des puces, c'est que vous avez l'estomac bien accroché pour ce genre d'investigation. Le chemin qui nous attend cependant est jonché de vérités encore plus brutales. Bientôt nous inspecterons les instruments de ce commerce abject du mythe de l'assassinat propre et silencieux à la réalité sordide d'une lutte désespérée avec une lame émoussée et rouillée. Nous démêlerons également les mobiles de commanditaires perfides, souvent plus dangereux que la cible elle-même. C'est une sinistre besogne que nous pourrons, je l'espère, continuer d'observer à une distance de sécurité et de salubrité respectable. Si vous souhaitez poursuivre cette descente dans les ruelles obscures de l'histoire, songez à laisser un j'aime sur ce reportage et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer du prochain volet de cette chronique macabre. Pour l'instant, respirez. Le chapitre de l'acier trompeur et des ultimes recours nous attend. Vous vous tenez dans l'ombre d'une ruelle boueuse à bonne distance de la lueur des torches de la rue principale. Il est temps de réfléchir à vos outils. Les histoires que vous avez entendues sont pleines d'armes légendaires, des lames forgées en secret, équilibrées pour un lancer parfait, assez aiguisé pour couper la soie. Mais l'objet que vous tenez dans votre main ne ressemble en rien à ces mythes. Vous êtes un assassin en herbe au cœur du Moyen Âge et vos options sont loin d'être idéales. Il n'existe pas de catalogue secret d'équipements spécialisés. Vous devez plutôt vous contenter de ce qui est disponible, et ce qui est disponible est généralement rouillé, bruyant et dangereusement peu fiable. Commençons par l'outil le plus emblématique, la dague. Vous serrez le manche de la vôtre. C'est une arme de poing courante, du genre que n'importe quel soldat ou voyageur pourrait porter. Vous la faites tourner dans votre main en sentant son poids. L'équilibre est mauvais, le manche est plus lourd que la lame. Selon les études métallurgiques, votre dague est probablement faite d'acier de mauvaise qualité ou peut-être même de fer doux. En passant prudemment le pouce sur le fil, vous sentez déjà qu'il est émoussé. Ce n'est pas un instrument de précision. L'historien Ewart Oakeshott note qu'il s'agissait d'outils de tous les jours, susceptibles de se tordre, de s'émousser ou même de se briser en plein milieu d'une lutte. Pour vous, cela signifie que votre unique chance de succès repose sur un morceau de métal qui pourrait vous faire entièrement défaut. L'idée d'un meurtre silencieux est séduisante. Une frappe rapide et nette depuis les ombres et tout est fini. Mais c'est un fantasme. Vous approchez de votre cible, la dague cachée dans votre manche. L'air est froid et vous pouvez voir votre souffle. Votre cœur martèle vos côtes. C'est le moment. Vous vous élancez. Mais au lieu d'une pénétration silencieuse, la lame s'accroche au tissu grossier de sa tunique de laine. Il faut une deuxième poussée désespérée pour la faire passer. La personne crie, non pas un petit hoquet, mais un hurlement fort et terrifié. Soudain, vous n'êtes plus un fantôme dans la nuit. Vous êtes dans une bagarre bien réelle et très bruyante.
L'analyse forensique des combats médiévaux nous apprend qu'un coup de poignard était un événement brutal et chaotique. Il y avait des grognements, des cris et le bruit désespéré des pieds qui raclent les pavés. Une lame émoussée, comme celle que vous portez probablement, ne fait qu'empirer les choses. Elle ne tranche pas nettement. Elle déchire et arrache, prolongeant la lutte et donnant à votre cible plus de temps pour se défendre et appeler les gardes. Et si votre cible porte plus que du tissu, comme un justaucorps de cuir ou, pire encore, une cotte de maille, votre dague bon marché est pratiquement inutile. Il vous faudrait une dague militaire spécialisée, comme une rondelle, conçue pour percer les armures. Mais en porter une, comme le notent les historiens militaires, fait de vous un soldat, pas une silhouette discrète dans l'ombre. Il y a aussi le simple problème de la dissimulation de votre arme. Vous avez vu des dagues dans les musées, mais les dagues efficaces pour un vrai combat étaient souvent assez grandes. Certaines décrites dans les archives historiques avaient des lames mesurant jusqu'à 50 cm de long. C'est essentiellement une épée courte. Maintenant, vous voilà dans votre simple tunique et vos chausses, et vous essayez d'imaginer comment cacher un tel objet. C'est presque impossible. Vous ne pouvez pas la glisser dans une botte. Elle dépasserait de manière incongrue de votre ceinture. Une arme de cette taille crée un renflement évident et maladroit sous votre cape. N'importe qui avec un œil attentif vous repérerait instantanément. La lame silencieuse, en fin de compte, n'est ni silencieuse ni facile à cacher. Son utilisation est un pari désordonné et désespéré. Alors, peut-être qu'une lame est trop grossière. Vous avez besoin de quelque chose de plus élégant, de plus subtil. Vous décidez d'explorer le monde du poison. Dans les histoires, une seule goutte incolore dans une coupe de vin suffit. La réalité, découvrez-vous bientôt, est bien plus compliquée et tout aussi dangereuse pour vous que pour votre cible. Votre premier arrêt est l'apothicaire local. Vous entrez et l'air change immédiatement. Il est épais de l'odeur d'une centaine d'herbes séchées, de minéraux et de produits chimiques étranges que vous ne pouvez nommer. Le vieil homme derrière le comptoir lève les yeux, plissant le regard avec méfiance. Vous ne pouvez pas simplement demander un poison mortel. Vous devez savoir quoi demander. Vos recherches, peut-être issues de conversations à voix basse dans les tavernes, suggèrent quelques options. Il y a des plantes toxiques, comme l'aconie ou la ciguë, que vous pourriez essayer de cueillir vous-même si vous saviez où chercher et comment les identifier. Ou vous pourriez demander à l'apothicaire un poison minéral, comme l'arsenic. Mais comme le souligne l'historien John H. Arnold, un tel achat serait très mémorable. Dans une petite communauté, l'apothicaire saurait exactement qui a acheté une substance connue pour tuer, et il se souviendrait de votre visage si le seigneur local tombait soudainement malade. Cette transaction seule pourrait signer votre arrêt de mort. Disons que vous parvenez à acquérir les ingrédients sans trop attirer l'attention. Vous voilà de retour dans votre chambre froide et humide. Vous avez un tas de plantes broyées ou une petite bourse de poudre blanche. La prochaine étape est la préparation, et c'est un jeu de pure conjecture. Le monde médiéval n'avait aucune notion de dosage standardisé. Il n'y avait aucun moyen de mesurer la puissance. Le poison d'une plante d'aconie pouvait être radicalement différent de celui d'une autre ayant poussé à quelques mètres de là. Vous n'avez aucune idée de la quantité à utiliser. Comme le montrent les histoires de la toxicologie, c'était le dilemme de l'empoisonneur. Si vous en utilisez trop peu, la cible pourrait seulement tomber malade, ce qui l'alerterait, ainsi que ses gardes que quelqu'un a tenté de l'empoisonner. Vous avez révélé votre jeu et échoué. Mais si vous en utilisez trop dans le but de garantir le résultat, vous créez un problème différent. Une dose massive d'un poison naturel a souvent un goût amer et puissant ou une odeur distincte. Vous le mélangez soigneusement dans un bol de ragoût. Mais au moment où le seigneur porte la cuillère à ses lèvres, il pourrait remarquer la saveur étrange et âcre et la recracher. Votre plan est ruiné et tout le personnel de cuisine est maintenant suspecté, y compris vous si vous étiez près de la nourriture. Vous jouez à la roulette russe, non seulement avec la vie de votre cible, mais avec la vôtre. Le risque de contamination accidentelle pendant la préparation est également élevé. Une inspiration imprudente pourrait vous faire inhaler de la poudre toxique
faisant de vous la première et unique victime de votre propre complot. Vous avez donc votre concoction instable et imprévisible. Le défi suivant est encore plus grand, l'administration. Faire parvenir votre poison dans la nourriture ou la boisson d'un individu de haut rang était une tâche monumentale en soi. Vous vous dirigez vers le château, espérant trouver une occasion. Les cuisines sont un tourbillon d'activités. L'air est chaud et humide, rempli des odeurs de viande rôtie, de pain cuit et de corps en sueur. C'est une communauté bruyante, chaotique et soudée. Chacun ici a un travail à faire et ils se connaissent tous. Un visage étranger comme le vôtre, flânant près de la préparation des aliments, serait immédiatement remarqué. Même si vous parveniez à soudoyer un serviteur de cuisine, votre plan reste fragile. Comme le confirment de nombreux récits historiques, les nobles puissants employaient fréquemment des goûteurs. C'était un rôle spécifique confié à un serviteur de confiance dont le travail consistait à manger une petite portion de chaque plat avant qu'il ne soit servi au seigneur. Ainsi, vous pourriez réussir à empoisonner la nourriture, mais votre victime serait un humble serviteur. L'alarme serait donnée, le seigneur serait en sécurité et une enquête à grande échelle commencerait. Accéder aux appartements privés d'un noble pour emmener une carafe d'eau au chevet du lit était tout aussi difficile. Toute l'entreprise exigeait un niveau d'accès qu'un assassin ordinaire n'aurait tout simplement pas eu. Frustré par les lames et les poisons, vous pourriez fantasmer sur une approche différente, une arme qui peut frapper à distance. L'arbalète vous vient à l'esprit. Dans la fiction moderne, on voit des assassins avec de petites arbalètes de poignet qui tirent des dards silencieux. C'est de la pure fantaisie. Comme l'ont détaillé des experts en armement tels que Ralph Payne Galway, l'arbalète médiévale était une arme de champ de bataille grande et encombrante. Même les arbalètes légères, plus petites, mesuraient souvent plus de 45 cm de long. Vous essayez d'en cacher une sous votre cape, mais c'est encore plus ridicule que la longue dague. Vous ressemblez moins à un assassin mortel qu'à quelqu'un qui fait de la contrebande d'un morceau de bois de forme étrange. Ce n'est tout simplement pas une arme pour une approche subtile. Et elle était tout sauf silencieuse. Vous trouvez un endroit isolé pour vous entraîner. Vous tendez la corde, un processus qui vous oblige à poser l'avant de l'arbalète sur le sol et à utiliser vos deux mains, voire votre pied, pour tendre la lourde corde. Vous chargez un carreau, visez un arbre et appuyez sur la détente. Le tir ne produit pas un petit zip discret. C'est un claquement sec et sonore, un bruit que les études modernes ont comparé au démarrage d'une tondeuse à gazon. Dans le silence d'une cour de château la nuit, ce son résonnerait contre chaque mur de pierre, révélant instantanément votre position à chaque garde de service. Ensuite, il y a la question de la vitesse et de la précision. Disons que vous tirez votre unique coup depuis un perchoir caché, et vous manquez. Et maintenant, selon les historiens militaires, recharger même une arbalète légère prendrait à un utilisateur entraîné une bonne quinzaine ou vingtaine de secondes. Une version militaire plus puissante pouvait prendre plus d'une minute. Pendant ce temps, votre cible court, se mettre à l'abri, et les gardes convergent vers le bruit que vous venez de faire. Il n'y a pas de seconde chance. Et votre première chance n'était pas fameuse. Au-delà d'une trentaine de mètres, une arbalète n'était pas une arme de précision. Atteindre une cible fixe était possible, mais toucher une personne spécifique qui pourrait être en mouvement relevait plus de la chance que de l'habileté. La simple vérité est que les outils spécialisés du métier d'assassin existaient surtout dans les mythes. Comme le soutiennent certains historiens, l'absence même d'outils fiables et spécialisés suggère qu'une classe professionnelle d'assassins n'existait pas vraiment. Ce qui existait, c'était le désespoir. Après avoir considéré la forte probabilité d'échec avec les dagues, les poisons et les arbalètes, il vous reste une réalité bien plus sombre et moins glamour. Vous êtes sur les remparts du château, la nuit, le vent est froid et les pierres sont humides sous vos doigts. Votre cible, un baron corrompu, marche près du bord, contemplant ses terres. Il n'y a pas d'outils sophistiqués dans votre main.
Il n'y a que la réalité froide et dure de la violence improvisée. Les formes les plus courantes de meurtre au Moyen Âge, comme le suggèrent les archives criminelles de l'époque, étaient d'une simplicité brutale. Vous pourriez ramasser une lourde pierre du mur et l'abattre sur sa tête. Vous pourriez enrouler un morceau de corde rugueuse autour de son cou et tirer, ou vous pourriez simplement lui donner une forte poussée. À cet instant, vous n'êtes pas un tueur légendaire, vous n'êtes qu'une autre personne désespérée recourant à la violence la plus crue. Telle était la réalité de l'assassin médiéval. Ce n'était pas un monde de professionnels élégants, mais un monde d'amateurs utilisant toutes les options à haut risque et à faible fiabilité qu'ils pouvaient trouver. Et d'une manière étrange, ce manque de fiabilité était une forme de réconfort pour tous les autres. Cela signifiait que pour la plupart des gens, la menace d'un tueur silencieux dans la nuit n'était qu'une histoire. Il est temps de trouver une nouvelle voie. Vos talents à l'épée sont indéniables. Mais la vie de soldat paye peu, et les contrats de mercenaires sont précaires. Vous avez entendu des murmures, des histoires d'hommes grassement payés pour un seul coup bien placé. Alors, vous décidez de les chercher. Vous imaginez une confrérie cachée, une guilde d'assassins avec ses propres règles et rituels. Un endroit où vos talents mortels pourraient enfin être appréciés et récompensés. Vous vous représentez une poignée de mains secrètes, un lieu de rendez-vous clandestin, un maître qui reconnaît votre potentiel. Mais vous pouvez arrêter de chercher. Cela n'existe pas. La guilde ténébreuse des assassins, avec ses contrats solennels et son code de l'honneur, est une pure fantaisie. Les historiens nous disent que toute cette idée est une fiction née d'un malentendu et de la propagande. Le mot assassin lui-même en est un indice. Il provient probablement du terme Hachishiyin, un nom péjoratif donné à une secte musulmane chiite connue sous le nom de Nizaris ismaéliens. C'est l'explorateur Marco Polo qui est revenu en Europe avec des récits sensationnels sur ce groupe, les décrivant comme des tueurs drogués qui feraient n'importe quoi pour leur chef. Il a dépeint une cabale de fidèles endoctrinés pour voir le meurtre comme un chemin vers le paradis. Cependant, aucune autre source ne vient corroborer ces affirmations extravagantes. La plupart des chercheurs pensent aujourd'hui que le terme était simplement une insulte sans lien réel avec le hashish ou des meurtres organisés. En dehors de ce contexte spécifique et mal interprété, il n'existe aucune preuve de l'existence de guildes d'assassins professionnels dans l'Europe médiévale. L'assassinat n'était pas un métier respectable ni un art occulte. C'était un acte de désespoir, pas un choix de carrière. Où cela vous mène-t-il? Vous voilà au milieu d'une ville animée, disons, à la fin du XVe siècle. Les cloches de la cathédrale sonnent au loin, un son qui marque le passage lent d'un autre jour. Les rues pavées sont glissantes à cause d'une pluie récente et l'air porte ce mélange médiéval familier de fumée de bois, de laine humide et de chevaux. Vous avez un couteau à la ceinture et un trou dans votre poche là où se trouvait votre dernière pièce. Vous avez besoin de travail, le genre de travail dont personne ne veut parler ouvertement. Pour le trouver, vous ne chercherez pas un symbole secret gravé dans une porte. Vous vous dirigerez vers le seul endroit où les secrets sont une monnaie d'échange, la taverne. À l'intérieur, la chaleur de la pièce vous saisit immédiatement, un soulagement bienvenu après le froid humide du dehors. Vous trouvez une place à une table en bois brut, sa surface collante de bière renversée. L'air est lourd d'une odeur de sueur et de fumée, et le plafond bas emprisonne le bruit de 100 conversations, le cliquetis des dés et le chant faux d'un ivrogne dans un coin. Voici votre salle d'embauche. Il n'y a pas de candidature, pas d'entretien. Votre tâche est d'écouter. Vous devez capter les murmures étouffés et coléreux d'un marchand qui se sent floué ou les plaintes amères d'un courtisan qui a été offensé. Ce sont les fils que vous devez tirer. Trouver un travail n'est pas une question de compétence et c'est une question d'être au bon endroit pour surprendre les pensées meurtrières de la bonne personne. Pour la plupart des gens, cet endroit est juste un lieu pour boire et se retrouver. Pour vous, c'est un dangereux marché de frustration et de vengeance. Les hommes pour qui vous cherchez à travailler ne sont pas des maîtres de guildes ou de mystérieux intermédiaires. Selon les archives historiques, les clients pour de si sombres besognes étaient des individus puissants et bien connus. C'étaient des nobles mécontents sentant leur influence décliner. C'étaient des marchands ambitieux désireux d'éliminer un rival. Ou c'étaient de puissantes factions politiques à la cour,
cherchant à modifier l'équilibre du pouvoir par une seule mort. Ce n'étaient pas des personnages de l'ombre, c'étaient les hommes qui dirigeaient le monde et leur motivation était souvent étonnamment publique. Prenez par exemple la tristement célèbre conjuration des Pazzi de 1478. Le plan était d'assassiner Laurent de Médicis et son frère Julien. Les cerveaux de l'opération n'étaient pas une cabale secrète, c'était la famille Pazzi, une dynastie bancaire rivale avec le soutien total du pape Sixte IV lui-même. Votre but dans cette taverne bruyante est de vous rendre disponible pour le serviteur ou le suivant d'un tel homme. Le patron lui-même ne risquerait jamais d'être vu avec vous. Il utiliserait plutôt son réseau existant. S'il ne pouvait pas faire confiance à l'un de ses propres hommes pour accomplir l'acte, il les enverrait trouver un étranger jetable, quelqu'un comme vous. Les preuves archéologiques et les archives judiciaires suggèrent que les personnes engagées pour ces tâches étaient rarement des spécialistes. C'étaient des hommes désespérés, en marge de la société. Peut-être êtes-vous le fils cadet d'un noble sans terre, sans héritage et sans avenir. Ou peut-être un mercenaire abandonné après la fin de votre dernier contrat, vos compétences au combat inutilisées. Vous pourriez même être un hors-la-loi, vivant déjà en dehors des règles et prêt à tout pour de l'argent. Vous n'êtes pas un assassin professionnel, vous n'êtes qu'un homme de main, un outil temporaire pour un problème qu'un homme puissant veut voir résolu discrètement. Disons que vous réussissez. Par un mélange de chance et d'écoute attentive, vous établissez un contact. Un homme vous approche, ses vêtements plus fins que les vôtres, ses yeux fuyants. Il parle à voix basse, n'utilisant jamais de nom, parlant seulement d'un problème et d'une solution. Vous le suivez à travers des ruelles sinueuses jusqu'à une pièce froide en pierre, éclairée par une seule torche vacillante. Là, vous rencontrez votre patron. Il ne vous regarde pas dans les yeux. Il fixe le mur derrière vous en expliquant la tâche. Il vous promet un sac d'or, plus d'argent que vous n'en avez vu en un an. Vous sentez un nœud se serrer dans votre estomac. C'est un mélange de peur et d'une sorte d'excitation sombre. Le marché n'est pas scellé par un contrat, mais par un regard échangé à la lueur de la torche. Ce simple moment d'accord est peut-être la partie la plus dangereuse de toute l'affaire, car votre nouvel employeur est désormais la plus grande menace pour votre vie. Il a besoin que vous croyiez qu'il payera. Il a besoin que vous accomplissiez l'acte. Mais vous devez comprendre sa position. Au moment où vous tuez son rival, vous devenez un handicap catastrophique. Vous êtes la seule personne en vie qui peut le relier directement au crime. Il a toutes les raisons possibles de garantir votre silence permanent. L'issue la plus courante et la plus logique de votre contrat n'est pas un sac d'or, mais un couteau dans le dos de la part de l'un des hommes plus loyaux du patron. Ce n'est pas seulement une possibilité, c'est la ligne de conduite la plus rationnelle pour lui. Votre succès est son plus grand risque et il prendra presque certainement des mesures pour atténuer ce risque dès que votre utilité aura expiré. Votre vie fait partie du prix qu'il est prêt à payer. Ce n'est pas de la simple spéculation, l'histoire nous donne des exemples clairs de cette logique brutale en action. Après la conjuration des Pazzi, les assassins engagés ont réussi à tuer Julien de Médicis, mais n'ont que blessé Laurent. Dans le chaos qui a suivi, le peuple de Florence, fidèle aux Médicis, n'a pas attendu de procès. Ils ont traqué les conspirateurs et les tueurs et les ont exécutés dans les rues. Du point de vue des commanditaires de haut niveau, comme le pape, c'était un résultat parfait. Leurs rivaux étaient éliminés et les détails gênants, les tueurs eux-mêmes, étaient nettoyés par une foule en colère. Ceux qui avaient tout orchestré sont restés en sécurité dans l'ombre, les mains techniquement propres, tandis que les outils qu'ils avaient utilisés étaient brisés et jetés, ou considérés un cas plus célèbre. En 170, 4 chevaliers, croyant accomplir la volonté de leur roi, assassinèrent l'archevêque de Cantorbéry, Thomas Becket, dans sa propre cathédrale. Ce n'étaient pas de simples voyous, et c'étaient des chevaliers loyaux au roi Henri II. Ils s'attendaient probablement à être récompensés pour avoir éliminé un prêtre gênant qui défiait constamment l'autorité du roi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le meurtre a provoqué un immense tollé public et une crise politique qui a secoué toute l'Europe. Les chevaliers ne furent pas accueillis en héros. Ils furent excommuniés par le pape, publiquement humiliés et contraints à l'exil. Le roi Henri II, pour sauver sa propre peau, dut faire pénitence publiquement.
Ce fut un désastre en termes de relations publiques et vous pouvez être certain que le roi aurait de loin préféré que ces 4 loyaux chevaliers disparaissent tout simplement une fois l'acte accompli. Leur survie et leur témoignage étaient un rappel constant et humiliant de son lien avec le crime. Vous sentez le poids de cette réalité peser sur vous. Vous avez accepté le travail et maintenant vous devez marcher sur une corde raide. Chaque ombre semble cacher une menace non seulement des gardes de votre cible, mais aussi des hommes de votre propre employeur. Vous commencez à planifier l'acte lui-même. Vous étudiez les mouvements de la cible, apprenez ses routines, ses habitudes. Vous notez les gardes, les serrures des portes, les moments où il est le plus vulnérable. Votre esprit, entraîné aux arts du combat, se concentre sur le défi physique. Mais une partie de vous pense déjà à l'après. Comment allez-vous vous échapper? Où irez-vous? Comment pourrez-vous percevoir votre paiement sans tomber dans un piège? La promesse de l'or semble de moins en moins réelle et la menace de la trahison de plus en plus certaine. Cela crée un problème presque comique, s'il n'était mortel. Votre patron veut un tueur assez bon pour réussir, mais assez anonyme pour disparaître. Vous, d'un autre côté, voulez être payé. Pour cela, vous devez rencontrer son représentant après les faits. Mais cette rencontre est presque certainement un piège conçu pour vous faire taire. La confiance nécessaire pour conclure la transaction ne peut tout simplement pas exister. L'arrangement tout entier est construit sur une base de suspicion mutuelle. Il ne vous fait pas confiance pour être discret. Et vous avez toutes les raisons de ne pas lui faire confiance pour vous payer. C'est un modèle économique avec une faille fatale. Pour la plupart des gens, une poignée de main est un engagement. Pour vous, ce n'est que le début d'un danger nouveau et plus personnel. Cela nous amène au paradoxe fondamental et insoluble de l'assassin médiéval. C'est une situation sans issue, un cercle vicieux. Imaginons que vous êtes incroyablement doué et chanceux. Vous exécutez la mission à la perfection. Vous éliminez la cible, vous échappez aux gardes et vous parvenez même à éviter le piège que votre patron vous a tendu. Vous quittez la ville en vie. Vous avez réussi. Vous êtes un assassin accompli. Et maintenant, un problème se pose immédiatement. La nouvelle se répand. Même si vous gardez le silence, des rumeurs circuleront dans le monde criminel à propos du noble mystérieusement décédé et du tueur inconnu qui n'a jamais été attrapé. Votre succès vous a maintenant donné une réputation. Et une réputation est la toute dernière chose que vous souhaitez. La prochaine fois qu'un homme puissant aura besoin de faire disparaître quelqu'un, votre nom pourrait être mentionné. Mais cela fait de vous un très mauvais candidat. Un assassin connu est un homme marqué. Les gardes de la ville et les familles rivales vous surveilleront. Votre visage, ou du moins votre description, pourrait être connu. Vous engager est un risque énorme. Une bonne réputation de tueur vous rend célèbre et la célébrité vous rend complètement inutile pour un travail qui exige une discrétion absolue. Vous êtes devenu trop notoire pour être engagé pour la chose même qui vous a rendu notoire. Vous êtes victime de votre propre succès, un outil désormais trop connu pour être utilisé. Maintenant, examinons l'alternative. Vous êtes complètement inconnu. Vous n'avez aucune réputation. Vous n'êtes qu'un visage dans la foule de la taverne. Pourquoi un noble puissant ou un riche marchand vous confierait-il la tâche la plus sensible et la plus dangereuse qu'il puisse imaginer? Il n'a aucune raison de croire que vous êtes compétent. Il n'a aucune raison de penser que vous pouvez réussir là où d'autres échoueraient. Vous pourriez être un espion de son rival, essayant de découvrir son complot. Vous pourriez être un idiot qui se fera prendre immédiatement et avouera tout. Sans réputation, vous ne pouvez pas obtenir le travail. Mais avec une réputation, vous êtes trop risqué à embaucher. C'est une situation impossible. C'est pourquoi une carrière durable d'assassin professionnel était une impossibilité logique au Moyen Âge. Le travail était, par sa nature même, autodestructeur. Le résultat le plus probable était la mort aux mains des alliés de votre cible ou de votre propre employeur. Mais même si vous surviviez, vous vous retrouviez dans une position intenable. Vous étiez soit trop célèbre pour travailler, soit trop anonyme pour qu'on vous fasse confiance. Le assassin n'était pas une profession. C'était un rôle temporaire, rempli par une personne jetable lors d'un moment d'instabilité politique. Vous ne construisiez pas une carrière, vous étiez le symptôme d'une crise. Et une fois la crise terminée, vous seriez écarté, d'une manière ou d'une autre. Alors que vous êtes assis dans cette taverne, sirotant une bière bon marché, vous réalisez peut-être que le fantasme de l'assassin noble et respecté n'est que cela. La réalité est une voie sans issue, le seul plan de retraite est vos propres funérailles.
La lune n'est qu'un croissant dans le vaste ciel noir. Elle n'offre presque aucune lumière. Accroupi dans le fossé humide, face à la forteresse de votre cible, vous sentez le froid de la nuit s'infiltrer dans vos os. La laine rêche de votre tunique ne suffit pas à l'arrêter. C'est le moment dont sont faites des centaines d'histoires. La silhouette solitaire drapée d'ombre, se préparant à escalader les murs et à se glisser à l'intérieur comme un fantôme. Mais alors que vous contemplez l'imposante structure de pierre qui se dresse devant vous, vous réalisez que ces histoires sont un fantasme. La réalité est bien plus redoutable. À la fin du Moyen Âge, vous ne voyez pas un simple bâtiment, vous voyez un écosystème défensif. Cette forteresse n'a pas seulement été construite pour tenir une armée à distance pendant quelques semaines. Elle a été conçue couche après couche pour rendre l'entrée non autorisée d'une seule personne totalement impossible. Votre premier problème est celui que vous pouvez sentir. De larges douves entourent toute la structure. C'est un ruban d'eau sombre et stagnante et votre nez vous indique qu'elles servent aussi d'égout au château. Selon certains récits historiques, ces douves étaient souvent intentionnellement remplies d'immondices pour dissuader quiconque de songer à les traverser à la nage. Une approche silencieuse à travers cette fange est hors de question. Même si vous pouviez traverser l'eau, votre véritable défi ne fait que commencer. Vous vous tenez maintenant au pied de la courtine, vous levez la tête et elle semble disparaître dans l'obscurité. Ces murs étaient d'immenses prouesses d'ingénierie. Ils faisaient souvent plus de 2 mètres d'épaisseur, une masse solide de pierre et de mortier. Il n'y a pas de prise pratique, pas de corniche décorative pour offrir un appui. C'est une surface abrupte et imposante conçue dans un seul but, être infranchissable. Chaque centimètre a été pensé pour interdire l'accès. Pour les gens qui vivaient à l'intérieur, ce mur était le symbole ultime de la sécurité. Pour vous, c'est un monument à l'échec. Vous pourriez vous imaginer comme une silhouette sombre se découpant sur la pierre, grimpant lentement à la faveur de la nuit. Mais cette image est une illusion mortelle. Être sur ce mur signifie que vous êtes complètement exposé. Vous êtes une cible lente sur un fond plat. N'importe quel garde, même à moitié endormi, remarquerait votre forme sur la pierre plus claire. L'ascension serait lente et épuisante, vos doigts et vos orteils endoloris par l'effort. Chaque petit bruit, chaque caillou délogé résonnerait dans le silence de la nuit. C'est une lente marche verticale vers un piège, et vous n'avez même pas encore franchi la première barrière. L'image romantique de l'assassin agile est déjà en train de s'effondrer. Disons que vous abandonnez l'idée d'escalader le mur. C'est trop risqué, trop exposé, votre attention se porte sur le point d'entrée le plus évident, la porte principale. De loin, elle ressemble à une porte, mais de près, vous réalisez que c'est tout autre chose. À cette époque, le châtelet d'entrée n'est pas un passage A, c'est un piège mortel méticuleusement conçu pour écraser tout assaut frontal. Le traverser seul est encore plus désespéré que de passer par-dessus les murs. Vous feriez d'abord face à un lourd pont-levis qui est presque certainement relevé la nuit. Même s'il était baissé, il vous mènerait dans un passage étroit et maçonné. Ce passage est souvent surmonté d'assommoirs pour une très bonne raison. Au-dessus de vous, invisibles, se trouvent des ouvertures dans le plafond. À travers elles, les défenseurs peuvent laisser tomber des pierres, verser de l'huile bouillante ou simplement tirer des flèches sur vous. Vous seriez piégé dans un couloir sans espace pour esquiver et nulle part où vous cacher. Devant vous se trouve la herse, une lourde grille de fer qui peut être abaissée en quelques secondes, vous enfermant dans cette zone de mise à mort. Toute cette structure a été construite pour canaliser les assaillants dans un espace où ils pourraient être facilement éliminés. En regardant à nouveau les murailles, vous remarquez un autre élément qui rend votre tâche impossible. Des tours sont positionnées à des points clés le long du mur. Ce ne sont pas les tours carrées que vous pourriez imaginer. Selon les historiens de l'architecture, les tours circulaires sont devenues courantes car elles éliminaient les angles morts. Du sommet, une sentinelle a une vue panoramique sur le paysage environnant. Elle peut voir quelqu'un approcher de n'importe quelle direction. Les murs eux-mêmes sont surmontés de remparts, des ouvrages en pierre crénelée qui offrent une couverture aux archers pendant qu'ils tirent sur quiconque se trouve en dessous. Vous n'êtes pas seulement confronté à une défense statique, vous faites face à une forteresse qui observe activement. Vous pouvez presque vous le représenter.
Un homme d'armes, ennuyé par sa patrouille de fin de soirée, marche sur le chemin de ronde en pierre au sommet du mur. Il s'arrête, bâille et balaie du regard les champs sombres en contrebas. Il ne cherche pas un assassin solitaire, il cherche le reflet d'une armure d'une armée en approche. Mais son regard nonchalant est plus que suffisant pour repérer une personne seule essayant de se faufiler à découvert. Ces fortifications ont été construites pour repousser des centaines de soldats, mais comme le soulignent les historiens, leur conception était incidemment mortelle pour l'infiltrateur individuel. Chaque élément qui fonctionne contre une armée fonctionne encore mieux contre vous. Imaginons un instant que vous ayez de la chance, une chance inouïe. Vous trouvez un moyen de traverser les douves, d'escalader le mur et de déjouer les patrouilles. Vous atterrissez en silence dans la cour du château. Vous avez franchi les défenses physiques. Le plus dur devrait être passé. Mais vous faites maintenant face à un obstacle encore plus complexe et imprévisible, l'écosystème humain. Un château ou un manoir médiéval n'était pas un endroit calme et vide où un noble dormait seul dans une aile éloignée. C'était un espace animé, bondé et étonnamment public, même au cœur de la nuit. Votre cible, un seigneur ou un riche marchand, n'était presque jamais seul. Le concept d'intimité personnelle tel que nous le connaissons n'existait pas vraiment. Les appartements du seigneur auraient été remplis de monde. Sa famille pouvait dormir dans la même pièce ou dans une pièce attenante. Un écuyer ou un serviteur de confiance dormait probablement sur une paillasse au pied de son lit. La grande salle, même après que les feux aient été réduits, pouvait abriter des dizaines de serviteurs dormant à même le sol. Pour atteindre votre cible, vous devriez naviguer dans un labyrinthe de corps endormis qui respirent. Chaque lame de parquet qui grince sous votre poids, chaque toux d'un serviteur endormi est un risque. Cette compagnie constante était une forme de sécurité passive. Mais il y avait aussi une sécurité active. Un château était une base militaire avec une garnison d'hommes d'armes qui avaient des tâches précises. Ils ne se contentaient pas de monter la garde à la porte. Ils patrouillaient les terrains et les couloirs à des intervalles irréguliers. Dans une ville, la situation était encore plus difficile. Les archives de Londres montrent qu'un guet formel de près de 200 hommes patrouillait les rues chaque nuit. Leur travail consistait à interroger les étrangers et à maintenir la paix. Une personne vêtue de sombre, essayant d'être discrète, serait la personne la plus visible qui soit. Et puis il y avait les alarmes que vous ne pouviez ni corrompre ni déjouer. Les archéologues et les historiens notent l'utilisation de systèmes d'alerte simples mais incroyablement efficaces. De grands chiens, souvent des mastifs, étaient entraînés à patrouiller les terres du château. Leur odorat et leur ouïe vous détecteraient bien avant qu'un garde humain ne le puisse. Encore plus redoutables, étonnamment, étaient les oies. Comme tout fermier peut vous le dire, les oies sont farouchement territoriales, agressives et font un bruit énorme lorsqu'elles sont dérangées. Il existe des récits historiques d'oies utilisées comme des alarmes vivantes. Vous pourriez être l'assassin le plus doué du monde, mais votre mission pourrait être ruinée par une volée d'oiseaux en colère. Vous avez envisagé les murs, la porte, les gardes et même les oies. Chaque barrière externe et interne semble conçue pour vous arrêter. Mais tous ces défis sont secondaires face au plus grand obstacle que vous rencontrez, le manque effarant et terrifiant de renseignements. Aujourd'hui, un espion pourrait étudier des photos satellites, des plans de bâtiments et des surveillances numériques. Vous n'avez rien de tout cela. Toute votre opération doit être planifiée sur la base des informations les plus incertaines que l'on puisse imaginer. Quelques semaines avant votre mission, vous êtes assis dans une taverne enfumée, essayant de recueillir des informations. Vous dépendez des ragots. Peut-être surprenez-vous une conversation entre deux serviteurs. Peut-être donnez-vous quelques pièces à un garde mécontent en échange d'une bribe d'information. Il pourrait vous dire que la chambre du Seigneur se trouve au 2e étage, dans la tour ouest. Mais dit-il la vérité? Se trompe-t-il? Ou vous tend-il un piège? Il n'y a pas de plan à consulter, pas d'horaire de garde à mémoriser. Chaque élément de votre plan est construit sur une base de rumeurs et de oui-dire. Ce manque d'informations fiables pourrait être fatal d'innombrables manières. Imaginez que vous agissiez sur la base de l'information de ce garde. Vous parvenez à entrer, à vous diriger vers la tour ouest et à vous glisser par la porte.
Mais au lieu de trouver un noble endormi, vous vous retrouvez dans la caserne, entouré d'une douzaine de soldats qui se réveillent à peine. Votre mission est terminée. Ou peut-être vous a-t-on parlé d'une patrouille de chiens, mais pas de la seconde qui passe une heure plus tard. Votre unique erreur, basée sur des connaissances incomplètes, mène directement à votre capture ou à votre mort. Opérer dans cet environnement signifiait que vous travailliez presque complètement à l'aveugle. Chaque ombre pouvait cacher un garde dont vous ignoriez l'existence. Chaque porte pouvait mener à la mauvaise pièce. Vous deviez vous fier à votre propre observation dangereuse et personnelle, peut-être en jetant un coup d'œil de loin et en espérant vous souvenir correctement de la disposition des lieux. Le stress mental aurait été immense. Les cibles de grande valeur du monde médiéval étaient protégées par la pierre et l'acier, certes, mais leur plus grande défense était l'anonymat. Vous ne saviez pas où elle se trouvait, qui était avec elle, ou ce qui se dressait entre vous et elle. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Après tous les récits d'assassins audacieux, la réalité simple et ennuyeuse est que la tâche était presque impossible dès le départ. L'acte est commis. La cible a disparu. Pendant un seul et bref instant, le silence règne. Vous vous tenez dans l'ombre d'une cité médiévale, le battement de votre cœur est le seul son dans la pièce devenue calme. L'air est frais sur votre peau et vous pouvez sentir la vague odeur métallique de ce que vous venez de faire. C'est à ce moment que vous réalisez que l'assassinat était la partie facile. La véritable épreuve, celle qui causera probablement votre perte, ne fait que commencer. Votre tâche est désormais de vous échapper. Le problème, c'est qu'il n'y a nulle part où aller. Selon les historiens, la cité médiévale n'était pas seulement un foyer pour ses habitants, et c'était une forteresse. Et vous êtes du mauvais côté de ses murs. Vous vous glissez hors du bâtiment et dans la nuit. La ville est un labyrinthe. Il n'y a pas de plan en damier, pas de tracé logique à suivre. Vous vous retrouvez dans un dédale de ruelles étroites et sinueuses, certaines à peine assez larges pour une seule personne. Les murs de pierre de chaque côté sont froids et humides au toucher. Ils semblent se refermer sur vous, vous guidant plus profondément dans un dédale que vous ne comprenez pas. Le sol est inégal, jonché de détritus et glissant de crasse. Vous devez surveiller chaque pas pour ne pas vous tordre une cheville. Au-dessus, les étages supérieurs des maisons à colombage se touchent presque, bloquant le mince filet de lune que vous espériez. L'obscurité est quasi totale. Pour un citoyen ordinaire, ce plan de ville faisait simplement partie de la vie quotidienne. Pour vous, c'est une prison conçue pour vous désorienter et vous piéger. Puis vous l'entendez. Cela commence par une seule voix, un cri depuis une fenêtre ou une porte. C'est un son d'alarme aigu et perçant dans la nuit. Ce n'est pas un cri au hasard, c'est une obligation légale. C'est la clameur de Haroun. Les archives historiques montrent que tout citoyen découvrant un crime grave était tenu par la loi de pousser ce cri. Le son est conçu pour voyager, pour résonner sur la pierre et le plâtre. Avant même que le premier cri ne se soit estompé, un autre lui répond, puis un autre. Le son se propage comme un virus à travers la ville endormie. C'est une cascade de bruits glaçantes qui vous dit une chose très clairement, votre temps est écoulé. La ville se réveille et elle vous cherche. Chaque homme valide qui entend ce cri est maintenant légalement obligé d'arrêter ce qu'il fait et de se joindre à la poursuite. Le boulanger, le forgeron, le tavernier, tous sortent de leur maison. Ils deviennent une immense meute désorganisée, leur seul but étant de trouver la source du trouble. La ville elle-même se retourne contre vous. C'est ce que certains chercheurs appellent une réponse immunitaire collective. La ville vous a identifié comme une menace et toute sa population se mobilise maintenant pour vous traquer. Vous pouvez entendre le bruit de pieds qui courent, le craquement d'une porte alors que quelqu'un se joint à la chasse. Vous vous pressez plus profondément dans une alcôve sombre, la pierre rugueuse grattant votre dos. L'odeur de vieux déchets et de terre humide emplit vos poumons. Vous n'êtes plus une personne, vous êtes une proie. Les bruits de la chasse se rapprochent. Votre seule pensée est d'atteindre les portes de la ville. Si seulement vous pouviez sortir des murs, vous auriez peut-être une chance. Vous resserrez votre manteau autour de vous et commencez à bouger en essayant de rester dans les ombres les plus profondes. Le problème, c'est que vous n'êtes pas le seul à vous diriger vers les portes. Les gardes, alertés par la clameur grandissante du haro, y sont déjà. Alors que vous jetez un œil au coin d'une rue, vous entendez un son qui vous glace le sang.
C'est un grincement sourd de bois lourd glissant contre le fer. C'est le bruit de la porte principale qu'on verrouille. Cette issue est maintenant fermée. Un bouclage complet a commencé. C'était la procédure standard après toute attaque de haut profil. Les autorités scellaient immédiatement la ville. Chaque porte était verrouillée et renforcée par des gardes supplémentaires. La ville, qui il y a quelques instants ressemblait à un labyrinthe déroutant, ressemble maintenant à un tombeau scellé. Il n'y a aucune issue. Vous êtes piégé à l'intérieur avec des milliers de personnes qui vous recherchent activement. Vous n'avez pas de voiture rapide qui vous attend, pas de moyens de communication avancés. Vous n'avez que vos deux pieds et ils ne peuvent vous porter bien loin. Chaque rue dans laquelle vous tournez pourrait être une impasse. Chaque embrasure de porte sombre pourrait cacher un citoyen armé d'un gourdin prêt à gagner les faveurs de la ville. Les chances sont incroyablement minces. Pire encore, votre anonymat a disparu. Dans la pièce où tout s'est passé, quelqu'un vous a probablement aperçu. Même un signalement vague est une condamnation à mort dans un endroit comme celui-ci. Pensez-y en termes modernes. Une description comme un homme grand avec un manteau sombre est inutile dans une ville de millions d'habitants. Mais ici, dans une communauté où tout le monde se connaît, de tels détails sont incroyablement efficaces. Le bouche à oreille se propage plus vite que le feu. Le garde à la porte, la femme qui vend du pain, les enfants qui jouent dans la rue, tous entendront parler d'un homme qui boite légèrement ou d'un étranger avec une cicatrice sur la joue. En moins d'une heure, vos traits de base sont de notoriété publique. Vous devenez un fantôme que tout le monde peut voir. Vous essayez de vous fondre dans la masse, de marcher d'un pas décidé, mais vous sentez leurs yeux sur vous. Les gens de l'époque médiévale faisaient partie d'un tissu social très serré. Ils étaient extrêmement familiers avec les visages, les démarches et les vêtements de leurs voisins. Un étranger se remarquait immédiatement. Votre façon de marcher, le style de vos bottes, le tissu de votre manteau, tout vous désigne comme un intrus. Vous baissez votre capuche, mais c'est un geste futile. L'air lui-même semble crépiter de méfiance. Vous n'êtes plus seulement un assassin. Vous êtes maintenant un homme recherché et la chose la plus dangereuse dans ce monde est d'être connu. Votre visage, autrefois le vôtre, appartient désormais à la foule. Imaginons un instant que vous ayez de la chance. Vous trouvez une section tranquille du mur et, par pur désespoir, vous parvenez à l'escalader. Vous atterrissez sur la terre molle à l'extérieur de la ville, les cris du haro s'estompant derrière vous. Vous ressentez une vague de soulagement, mais c'est une émotion stupide et passagère. Vous ne vous êtes pas échappé. Vous venez d'échanger une prison contre une autre, bien plus grande. La ville était une cage, mais la campagne est un terrain de chasse. Ici, votre manque d'anonymat est un problème encore plus grand. Vous êtes un voyageur solitaire, à pied, sans destination. À cette époque, cela fait de vous un objet de suspicion intense et immédiate. Vous marchez pendant des heures à la faveur de l'obscurité et à l'aube, vous approchez d'un petit village. Votre estomac gargouille et votre corps est endolori. Tout ce que vous voulez, c'est un morceau de pain et un moment de repos. Alors que vous entrez dans le village, tout s'arrête. Un fermier appuyé sur sa fourche se fige et vous dévisage. Les femmes qui puisent de l'eau au puits se taisent, rapprochant leurs enfants. Vous êtes un parfait inconnu, et dans l'esprit médiéval, l'inconnu est synonyme de danger. Les voyageurs n'étaient pas courants. La plupart des gens naissaient, vivaient et mouraient à quelques kilomètres de leur lieu de naissance. Quiconque passait par là avait une raison, une destination et probablement un compagnon. Vous n'avez rien de tout cela. Vous serez immédiatement interrogé, probablement par le prévôt du village ou un prêtre local. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui peut se porter garant pour vous? Vous n'avez pas de bonne réponse. Le mensonge que vous essayez de raconter est maladroit et peu convaincant. Vos mains sont trop propres pour un ouvrier, vos vêtements trop beaux pour un paysan. Vous ne cadrez pas. Cette méfiance profonde envers les étrangers était un puissant mécanisme de défense sociale. Elle assurait la sécurité des communautés. Pour vous, c'est un filet qui se resserre à chaque pas que vous faites. Et à mesure que votre signalement se propage depuis la ville, il ne faudra pas longtemps avant que ce village sache exactement qui vous êtes. La nouvelle d'une prime pour votre capture voyagera avec, transformant chaque villageois méfiant en une menace potentielle.
Leur pauvreté est une motivation puissante pour vous trahir contre quelques pièces de monnaie. Bientôt, une déclaration formelle sera faite. Vous êtes maintenant officiellement mis hors la loi. Ce n'est pas seulement un terme pour un criminel en fuite. Comme l'expliquent les historiens du droit, c'était un statut juridique spécifique et terrifiant. Être déclaré hors la loi, c'était être dépouillé de votre existence légale. Vous n'étiez plus considéré comme une personne ayant des droits. Vous perdiez tout. Vous n'aviez aucun droit à un procès, aucun droit de posséder des biens et aucun droit à la protection contre la violence. C'était une excommunication formelle de la race humaine, une punition que beaucoup considéraient comme pire que la mort. Cela signifiait que votre lutte n'était plus contre une garde municipale ou une milice locale. Votre lutte était désormais contre le monde entier. Une fois que vous êtes déclaré hors la loi, on vous attribue un nouveau nom aux yeux de la justice caput lupinum. C'est un terme latin qui se traduit par tête de loup. Ce n'était pas de la poésie, c'était un concept juridique d'une brutalité littérale. Cela signifiait que vous n'étiez plus considéré comme un être humain. Vous étiez un loup, une bête, et comme tout animal dangereux, vous pouviez être chassé et tué par n'importe qui, à n'importe quel moment, sans aucune conséquence légale. En fait, tuer un hors-la-loi était souvent considéré comme un devoir civique. La personne qui rapportait votre tête, littéralement votre tête, aux autorités pouvait réclamer la prime. Le monde vient de recevoir l'autorisation de vous tuer. Ce statut juridique change tout. Vous ne pouvez pas demander de l'aide. Selon la loi, c'était un crime pour quiconque de vous offrir de la nourriture, de l'eau ou un abri. La femme bienveillante qui vous donne une croûte de pain pourrait perdre sa maison pour cela. Le fermier qui vous laisse dormir dans sa grange pourrait être condamné à une amende ou emprisonné. Votre simple présence apporte la ruine à quiconque vous montre un instant de gentillesse. Cela vous isole complètement. Chaque visage amical pourrait être un piège. Chaque offre d'aide pourrait être un mensonge. La solitude devait être profonde. Vous êtes entouré de gens, mais vous êtes absolument seul, hanté par la certitude que n'importe lequel d'entre eux pourrait mettre fin à votre vie pour une récompense. Vos biens sont confisqués. Tout ce que vous possédiez, une maison, un lopin de terre, quelques pièces cachées, est saisi par la couronne ou le seigneur local. Vous n'avez plus rien. Vous êtes un fantôme, mais un fantôme qui peut encore ressentir la faim, le froid et la peur. Vous vous déplacez à travers les bois et dormez dans des fossés. Le froid humide s'infiltre dans vos os. L'anxiété constante vous épuise. Chaque bruissement de feuilles, chaque brindille qui craque sonne comme l'approche des chasseurs. Et ils sont partout. Le pays tout entier est devenu le terrain de chasse et vous êtes le gibier. Il n'y a aucun endroit sûr. Il n'y a personne en qui avoir confiance. Il n'y a nulle part où fuir. En fin de compte, c'est pourquoi l'évasion était si impossible. Il ne s'agissait pas d'être un coureur rapide ou un dissimulateur habile. Votre fuite a échoué parce que vous ne pouviez pas échapper à la société médiévale elle-même. Le monde était construit sur des relations connues, sur des communautés où chacun avait sa place. La clameur de Harrow était la ville se protégeant. La méfiance envers les étrangers était le village défendant ses frontières. La mise hors la loi était la manière du système d'éliminer chirurgicalement une menace. Pour l'assassin médiéval, la prison ultime n'était pas faite de murs de pierre et de barreaux de fer. Elle était faite de gens. C'était un tissu social si serré que pour quelqu'un comme vous, il n'y avait tout simplement aucun endroit où se cacher. La mission est terminée. Tu t'es évanoui dans la nuit, l'acte accompli. Mais il n'y a aucun sentiment de triomphe, aucun soulagement. Tu trouves une ruelle sombre et silencieuse pour reprendre ton souffle. Ton cœur martèle tes côtes, un rythme frénétique dans le calme soudain. L'air frais de la nuit ne parvient pas à t'apaiser. Ce sentiment est un compagnon constant. C'est la peur qui te ronge les entrailles, la sueur froide qui perle sur ta peau, même par une journée chaude. Ta carrière, si on peut l'appeler ainsi, n'est pas une série d'aventures audacieuses. C'est une lente et constante érosion de ta propre âme. Tu vis dans un état de vigilance perpétuelle. Chaque ombre semble dissimuler une menace. Chaque visage amical pourrait cacher un traître. La confiance est un luxe que tu ne peux jamais t'offrir. Le sommeil offre peu d'évasion.
Il est léger et agité, rempli d'images fragmentées de ton travail et des visages de ceux à qui tu as fait du tort. Dans le monde médiéval, il n'existe pas de mot pour le stress post-traumatique, mais on comprend la souffrance. On l'appelle angustia, une profonde angoisse de l'esprit. Les théologiens et les prêtres te diraient que c'est le signe d'une âme damnée par le péché, peut-être même possédée par des démons. Et dans les heures les plus sombres de la nuit, seul dans ta chambre sordide, tu pourrais même les croire. Cette vie a fait de toi un paria. Tu te déplaces dans la société comme un fantôme, n'appartenant à nulle part. Tu vois les gens se rassembler dans les tavernes, partager des histoires et des rires. Tu entends les bruits des familles dans leurs maisons. Ces simples liens humains sont à un monde de ta propre réalité. Tu es absolument seul, isolé par les terribles secrets que tu portes. Les historiens notent que même le bourreau, une figure universellement rejetée, avait une place définie, bien que méprisée, dans la société. Il était un outil nécessaire de l'État. Toi cependant, tu es un outil du chaos. Tu existes en dehors de toutes les lois, celles des hommes comme celles de Dieu. Aux yeux du monde, tu es moins qu'un paria. Tu es un poison. Et ainsi, tu restes assis dans l'obscurité, l'adrénaline s'estompant lentement. Elle laisse derrière elle un vide douloureux. Tu dois te lever. Tu dois trouver un nouvel endroit où te cacher, une nouvelle identité à porter comme une cape de laine qui gratte. La paranoïa n'est pas dans ta tête. C'est un instinct de survie. Chaque garde de la ville te cherche désormais. Chaque chasseur de primes flairera ta piste. La vie d'un assassin n'est pas définie par l'unique moment d'un meurtre réussi. Elle est définie par les milliers de moments terrifiés qui suivent. C'est une carrière qui ne promet ni retraite, ni paix, ni rédemption. La seule certitude est qu'elle se terminera, et elle se terminera presque certainement mal. Imaginons que tu aies trouvé une nouvelle cachette. C'est une pièce humide et sans fenêtre dans le quartier le plus pauvre de la ville. L'air est lourd de l'odeur des détritus et des corps mal lavés. C'est ta vie maintenant, allant d'un taudis misérable à l'autre. Tu fais profil bas. Tu essaies de devenir invisible. Mais les plus grandes menaces pour ta vie ne sont pas les gardes en armure ou les seigneurs vengeurs. Les choses les plus susceptibles de te tuer sont bien plus banales et bien plus insidieuses. Ta carrière prestigieuse a bien plus de chances de se terminer par un murmure que par un grand fracas. Lors de ta dernière fuite, tu t'es écorché la main sur un clou rouillé. Cela semblait anodin sur le moment. Tu l'as enveloppé dans un chiffon sale et tu l'as oublié. Maintenant, des jours plus tard, tu sens une chaleur lancinante irradier de la blessure. Ta main est enflée et rouge. Une ligne sombre commence à serpenter le long de ton bras. À une époque sans antibiotiques ni véritable compréhension des germes, cette petite blessure est une condamnation à mort. Il n'y a aucun remède qui puisse t'aider. Tu ne peux que t'allonger sur ta paillasse, frissonnant de fièvre, tandis que l'infection te consume. La septicémie ou la gangrène mèneront à une mort lente, délirante et atroce, tout seul dans ta misère louée. C'est la sombre réalité de ta profession. Selon les historiens de la médecine, les chances de mourir d'une blessure infectée étaient astronomiquement élevées pour tout le monde au Moyen Âge. Pour quelqu'un comme toi, vivant en cavale, sans accès aux soins les plus élémentaires, c'était une quasi-certitude. Ou peut-être que ce ne sera pas une blessure du tout. Peut-être que ce sera l'eau que tu bois. Tu prends une gorgée dans une coupe en bois, essayant d'apaiser ta gorge sèche. L'eau est trouble et a un goût infâme, mais c'est tout ce que tu as. Tu ne le sais pas encore, mais elle grouille de bactéries. Dans quelques jours, tu seras en proie à la dysenterie ou au typhus. Ces maladies ravagent les conditions de vie surpeuplées et insalubres des villes médiévales. Elles font partie de la vie acceptée des pauvres. Pour toi, elles ne sont qu'un autre risque du métier. C'est une pensée profondément ironique. Toi, un marchand de mort spécialisé, tu es statistiquement bien plus susceptible d'être tué par un simple mal de ventre que par l'épée d'un garde. La peste noire, est une autre ombre constante. Elle ne fait pas de distinction entre un boulanger, un seigneur ou un assassin caché. Le fantasme d'une bataille finale spectaculaire n'est que cela, un fantasme. La réalité historique de ta fin sera probablement pathétique, solitaire et profondément désagréable. Mais disons que tu évites la maladie et l'infection.
Tu es prudent, tu es malin, mais ta chance finit par tourner. Cela se produit dans une rue détrempée par la pluie à minuit. Une patrouille t'attrape, il y a une lutte brève et désespérée. Tu sens une douleur fulgurante dans le flanc, puis le poids écrasant de plusieurs corps t'épinglant au pavé. Ta capture n'est pas le début d'une négociation, c'est le début de la fin. Il n'y aura pas de procès équitable. Pour un crime comme l'assassinat, surtout contre une personne d'importance, ta culpabilité est présumée dès l'instant où les fers se referment sur tes poignets. On te traîne dans une geôle. Tu sens la pierre froide et humide sous toi. L'air est vicié, imprégné de l'odeur de la peur, de la sueur et de quelque chose de métallique. Le système judiciaire médiéval s'intéresse peu à ta version des faits. Comme l'a noté l'historien Johann Huizinga, le processus légal pour les crimes majeurs visait moins à découvrir la vérité qu'à confirmer un récit de culpabilité préécrit. Et pour les autorités, ta capture est une aubaine politique. Elles n'ont qu'un seul objectif principal, obtenir le nom de la personne qui t'a engagé. Ta douleur est leur clé. Le processus d'interrogatoire est méthodique et terrifiant. La torture n'est pas un acte de cruauté gratuite et c'est une procédure standard, légalement sanctionnée. On t'amène dans une chambre spéciale. Les outils du métier sont soigneusement disposés sur une table. Leur seule vue est destinée à briser ta volonté avant même qu'ils ne touchent ton corps. On pourrait te placer sur le chevalet, tes articulations lentement tirées de leur logement. Ou peut-être utiliseront-ils les brodequins. Un instrument qui applique une pression écrasante et insupportable sur les jambes. Chaque méthode est conçue pour infliger une douleur maximale sans accorder la pitié d'une mort rapide. Tes interrogateurs ne sont pas des monstres frénétiques. Ce sont souvent des figures calmes, bureaucratiques, qui font simplement leur travail. Ils te posent la même question, encore et encore. Qui t'a payé ? Entre les questions, ils appliquent la pression, tournant une vis ou tirant un levier. Ils sont experts dans la géographie de l'agonie humaine. Comme l'indiquent clairement les documents juridiques de l'époque, le but était de briser complètement ton corps et ton esprit. Sous ce tourment incessant, presque tout le monde avoue. Tu leur diras tout ce qu'ils veulent savoir et probablement tout ce qu'ils veulent entendre. Ta résistance est vaine. La seule chose que tu contrôles encore est le temps que tu peux endurer avant de leur donner le nom. Une fois qu'ils ont les informations dont ils ont besoin, ton sort est scellé. Ton exécution ne sera pas une affaire discrète et cachée. Elle est conçue pour être tout le contraire. Ce sera une grande production théâtrale du pouvoir de l'État, un spectacle macabre auquel toute la population assistera. L'État que tu as tenté de blesser va maintenant utiliser ton corps comme un panneau publicitaire pour afficher son autorité suprême. On te conduit hors du donjon sous la lumière aveuglante du jour. Une foule immense s'est rassemblée sur la place publique. Il y règne une atmosphère étrange et festive, un mélange de curiosité morbide et de peur sincère. La méthode de ton exécution est soigneusement choisie pour correspondre à la gravité de ton crime. Si tu es en Angleterre et que ta cible était de sang royal, tu seras pendu, traîné et équarri. C'est un processus particulièrement horrible. Tu serais pendu jusqu'à l'article de la mort, puis descendu. Alors que tu serais encore conscient, tu serais éviscéré et castré. Enfin, tu serais décapité et ton corps coupé en 4 morceaux. Il ne s'agissait pas seulement de te tuer, il s'agissait de t'anéantir corps et âme de la manière la plus publique possible. Alternativement, tu pourrais affronter le supplice de la roue. Tu serais attaché à une grande roue de charrette. Un bourreau avec une lourde barre de fer briserait alors systématiquement tes membres, fracassant les os. On te laisserait ensuite sur la roue, désarticulé et brisé, pour mourir lentement de choc, de douleur et de déshydratation. Cela pourrait prendre des heures, voire des jours. D'autres châtiments étaient tout aussi sinistres. Le bûcher était courant pour l'hérésie, considéré comme un feu purificateur. Dans l'Angleterre des Tudors, sous Henri VIII, le crime spécifique d'empoisonnement était même puni en étant bouilli vivant dans un chaudron géant. Mais même la mort ne met pas fin au spectacle. Ton histoire devient un avertissement. Une fois mort, ta tête coupée et tes membres équarris sont conservés dans du goudron. Ils sont ensuite montés sur de longues piques au-dessus des portes principales de la ville ou sur le pont de Londres. Tous ceux qui entrent ou sortent de la ville les verront.
Ta tête devient un rappel permanent et macabre du prix de la trahison. C'est le message final et brutal de l'État. Toi, qui as vécu et travaillé dans l'ombre, vois ton identité effacée. À sa place se trouve une histoire d'horreur, un conte moral raconté par le pouvoir même que tu cherchais à saper. Le fantasme romantique de l'assassin noble et ténébreux est un mensonge. Ta réalité était une carrière courte et brutale, presque garantie de se terminer dans la misère, la terreur et une mort publique et horrifiante. Et ainsi, la brève et brutale carrière de l'assassin touche à sa fin inéluctable. L'ombre ne s'évanouit pas dans la légende, mais dans la froide réalité d'un cachot et les huées de la foule. Nous avons vu comment le fantasme du maître tueur s'effondre sous le poids de la crasse, de la peur et d'une lame rouillée et peu fiable. Alors que vous vous installez dans le calme, peut-être ressentez-vous encore le froid humide de cette masure pouilleuse, ou la paranoïa rongeuse d'être constamment épié. Merci d'avoir arpenté ces ruelles sombres et dangereuses avec nous ce soir. C'est une pensée réconfortante de savoir que nous avons affronté ensemble cette sinistre histoire. Le dossier sur l'assassin médiéval est maintenant complet, prêt à être classé. Mais un tel registre n'est véritablement achevé qu'avec la marque de ceux qui en furent les témoins. Considérez un j'aime comme votre sceau personnel apposé sur la page finale de ce sombre récit, authentifiant la dure vérité que nous avons mise au jour. Et vous abonner, c'est déposer aux archives une requête permanente me chargeant de vous livrer directement chaque nouveau dossier de vérité oubliée afin qu'aucune parcelle de la rude réalité de l'histoire ne reste cachée dans l'ombre. Pour l'instant, laissez le son de ma voix s'estomper tel un fantôme qui tend le gibet. La dague est brisée. Le contrat a été payé par le sang. Il n'y a plus de cible à traquer, plus d'ombre à hanter. Laissez simplement le silence du présent remplacer les échos de ce passé brutal et glisser vers un sommeil profond et paisible. Le registre de cette vie est désormais clos. Bonne nuit.